Left channel. Right channel. Hamilton, Ontario, janvier 2009. Mourouet Tuncer, une immigrante francophone d'origine turque, est sauvagement poignardée par son ex-mari. Elle savait qu'elle allait mourir. Je suis convaincue qu'elle le savait. Elle avait passé sa vie à être traquée. Prendre un couteau, s'habiller, prendre l'autobus, marcher, sonner à la porte et tuer quelqu'un. J'essaye de réfléchir comment tu en arrives à ce point-là. Une cause possible de cette violence masculine provient de situations d'immigration qui tournent mal. Il est certain que beaucoup d'hommes immigrants ont du mal à faire face aux surprises de leur nouvelle vie, tant au travail qu'en famille. Un matin, le 22 décembre, mon épouse s'en va avec mes 2 enfants. Aujourd'hui, elle est partie. Je n'ai pas vu mes enfants depuis. Je ne sais même pas où elle est. C'est ça qui va déclencher la violence quelque part quand cet homme va commencer à réagir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport à la société, que ce soit par rapport à ses enfants, à sa femme. Whether it is honor-related violence or violence against women or domestic violence, we really try to engage men from the beginning before things escalate and tragedies would happen. À Hamilton en 2009, la communauté francophone était bouleversée. C'était incompréhensible. Mourouet Tuncer est arrivée au Canada pleine d'espoir. Mais au lieu d'une nouvelle vie, elle a trouvé la mort violente aux mains de son ex-mari, Cengiz Isiko. Agnès Guizard était l'amie de Mourouet Tuncer. Elle l'avait rencontrée parce que leurs enfants étaient à la même école. Donc Mourouet est arrivée à l'âge de 16 ans en France. Elle a rencontré Cengiz Isiko à l'époque où elle divorçait de son premier mari et elle avait besoin de faire traduire ces documents qui étaient aussi en turc. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le papa de Devrim. Devrim est le seul fils de Mourouet et de Cengiz. Depuis la tragédie, Devrim habite avec la famille d'Agnès et de son mari, Morteza, qui l'ont adopté. Mourouet came to Canada as a refugee claimant, and I think it was a complicated case because she was also French citizen, and
CISO was providing services for immigrants and also with refugees. À l'époque, Morteza Jafarpour était le directeur de CISO, une agence d'aide aux immigrants à Hamilton. She was a casualty of the system, a dysfunctional system. And you know what? If you talk with her family members, her friends, they say she went to police few times and report the things, it didn't work. Refugee system, they thought she's making the story, she's not being targeted or she's not in danger. I think it could be prevented. Nobody knows really what happened, what triggered Cengiz go and do these horrible things. On avance aujourd'hui que plus de la moitié des couples immigrants se défont durant les premières années au Canada. Lorsqu'il y a violence, on prend soin des femmes et des enfants qui en sont victimes. Mais ne devrait-on pas aussi prévenir ces situations en intervenant auprès des hommes? Aslan Bituci est un rescapé de la guerre du Kosovo. Il y a quelques mois, sa femme l'a quitté avec ses enfants. Après le meurtre de la jeune Aksa Parvez par son père et son frère en Ontario en 2007, le Muslim Resource Center a décidé de s'occuper de tous les membres des familles immigrantes en difficulté. Les femmes, les enfants et les hommes. Eugène Tremblay y est conseiller. Il a rencontré Aslan Bituci quelques semaines après que sa femme l'ait quitté. Ils nous ont avisé que monsieur se promenait un peu partout dans la communauté, voulant recevoir des réponses. Il voulait avoir ses enfants, il voulait avoir sa femme. Il était vraiment très traumatisé. Son cœur sortait de sa bouche. Pendant la guerre, se promenait dans les rues, puis voyant des cadavres d'enfants, de femmes, de bébés. Voir des gens tués devant lui, c'est des cauchemars d'existence. Il faut absolument reconnaître leur vécu et leur parler pour vraiment connaître et comprendre la personne. Pour être capable de survivre avec l'argent qu'il recevait, il a été obligé de vendre des items qu'il trouvait dans les vidanges un peu partout. Je sais que ça tracassait sa femme beaucoup et ça tracassait ses enfants beaucoup. La solution de notre société dans des situations de violence crée des situations d'isolement. On coupe le lien entre l'homme et sa famille pour protéger la famille, mais on isole l'homme. L'homme n'a pas nécessairement accès à des services d'intervention. À notre niveau ici, on travaille avec l'homme dès le début. On a son numéro de téléphone, on essaie de communiquer avec lui. Si on ne le voit pas pendant plusieurs jours, absolument, on va vouloir cogner à sa porte puis de savoir ce qui se passe. Could you just introduce yourself? Okay. My name is Aslan Bituci. It's from Kosovo. I take my kids and my wife and myself to bring Canada for to save my wife and my kids. My fault? Say I live in stuff in backyard. First. Second, my fault? Say I broken chair, I broken TV. Third, my fault. So I say to my wife, clean house and wash house. This, three, my fault. For another thing, I am right, I am clean, nothing wrong. My wife this day make plan for to get out with kids. Me doesn't know about that. I say to police, for what reason my wife need help from you? Me doesn't have nobody. Me doesn't have my kids.
Me doesn't hit my wife. After 1 month, he's coming knocking on the door, police. He say, Aslan is coming to arrest you. Your wife say, my husband is hitting me. Your daughter say, my father is hitting me. I have to stay in jail for 1 month. No can't come here to lose wife and to lose kids. In my country, the war, I bring a door, same war for me. Same war for me. Nothing different to me. Murvette s'est approchée de moi et m'a dit, écoute, tu comprends, Marie-Christine, je connais bien la violence conjugale. Elle avait passé sa vie à être traquée. Et maintenant qu'elle tentait de sortir du milieu de la violence conjugale, elle n'avait tout de même pas de répit. Un jour, au Gage Park à Hamilton, Marie-Christine et Morouette travaillaient ensemble à un marché aux puces pour recueillir des fonds pour l'école. J'étais derrière le comptoir avec elle et on avait fait des blagues toute la journée pour essayer de vendre des trucs. Et tout à coup, j'ai entendu Murvette dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Et je l'ai vu littéralement, sa posture a changé. Son regard s'est porté vers le sol, ses épaules sont tombées vers l'avant. Et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a dit « Il est là. Genghis, il est là. » Donc j'étais tellement en colère de voir Murvette dans cet état-là, de voir à quel point elle avait peur. C'était une peur viscérale, c'était une panique tellement intense. Et je connaissais cette femme-là autrement. Je connaissais cette femme-là comme étant quelqu'un qui avait une certaine assurance, qui était capable de se tenir debout, de répondre intelligemment à des questions, qui avait une éloquence. Et là, j'avais l'impression d'avoir une loque devant les yeux. Il y avait eu des signes précurseurs. La relation entre Cengiz et Morouette était constamment entremêlée de plaintes pour agression, de visites de police, d'ordonnances restrictives et de séjours au refuge pour femmes. Chaque fois, des pseudo-réconciliations rendaient la situation encore plus précaire. C'est au procès seulement que j'ai appris que Murvette savait qu'elle était en danger de mort du fait qu'elle avait la garde de son fils. Nous savions que c'était une situation extrêmement volatile. De là à penser que ça irait jusqu'au meurtre, non. Lynn Kirk était une amie de Cengiz Isiko. Son témoignage démontre à quel point il pouvait être difficile pour quelqu'un de l'extérieur de percevoir la rage qui couvait chez son ami. Well, Cengiz and I, or James, we were both going through separation. He never really had any strong feelings. Like, there was not a lot of anger or frustration. There's a bit of frustration just with access to John, but not a lot of anger or feelings like that. He was a very pleasant, easygoing, even-tempered man, the James that I knew. He was working in some type of industrial factory where they were making car parts, and he was working 12-hour shifts, and it was causing a problem getting access to John every other weekend. After that, he started working part-time at a gas station in Burlington, but at that point, he had lost his vehicle. He couldn't afford the payments on it, so they took his car away, and he had to take the bus, and I felt really bad about that. He's amazing with John. That's what he called his son. It's kind of like what you would hope every dad would be like.
He would read books with him in the library. He'd encourage John to speak English. His little boy was his world. He didn't talk a lot about friends or anything like that. He didn't really talk about having access to anybody that could help him. It never really came up. Face aux multiples cas de violences familiales et conjugales dans la communauté immigrante ontarienne, plusieurs agences se sont penchées sur le problème. Jean-Pierre Matoulou est conseiller à l'Auberge francophone de Toronto, qui vient en aide aux immigrants qui ont des problèmes d'intégration. Sa particularité, l'auberge se consacre surtout aux hommes. Beaucoup de gens sont ici, ils ont fait toutes ces équivalences-là, mais ils n'ont jamais pu trouver du boulot dans leur domaine. Il faut recommencer à zéro. Comment l'homme va gérer le stress? Parce que le stress est une maladie. L'homme immigrant, il arrive dans un milieu qui lui est inconnu de A à Z. Et voilà, d'un jour à l'autre, il entre dans l'avion, il arrive, où c'est au Canada. Et nous disons que cet homme connaît ce que nous avons appelé un choc culturel. D'un coup, il se retrouve qu'il n'est rien. Absolument rien. Ici, il y a un système, c'est une machine. Si jamais vous n'arrivez pas à comprendre cela, l'engrenage de ce moteur va vous écraser. Moi, je ne donne pas plus de détails, mais je peux vous apporter beaucoup plus parce que j'ai subi tout ce que vous dites que vous avez subi et je me suis un peu en sorti, je commence à boiter. Merci, Ézéchiel. Oui, mon nom est Guy Bernard Bisseux-le-Faumeau. Je viens à l'auberge francophone parce que je suis débordé. J'ai besoin de soutien, vraiment de soutien, parce que je ne sais plus comment faire. À un moment donné, vous vous sentez épuisé. Je suis Camerounais d'origine. Je suis au Canada depuis septembre 2008. J'ai complété l'année dernière un baccalauréat en éducation. Je suis père de 2 enfants. L'un est né dans mon pays, le deuxième est né au Canada. Malheureusement, le 22 décembre dernier, je suis arrivé chez moi, je n'ai trouvé personne. Avec l'aide de l'auberge francophone, Guy Bernard a pu reprendre contact avec ses enfants. Aujourd'hui, il retourne à la cour pour discuter finances. Je dois me rendre à la cour familiale par rapport à la garde des enfants. Il vivait bien normalement jusqu'au moment de la séparation. Mais quand la séparation arrive et que la femme se décide d'un jour à l'autre de prendre les enfants, qui lui sont très chers, qui sont encore tout petits à bas âge, et disparaît de la maison sans aucune note, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Mais qu'est-ce qui peut ne pas bouleverser un homme si ce n'est que des cas pareils? Ça, c'est un cas qui expose l'homme à toutes conséquences possibles. Bonjour. Bonjour, mais si tu avais comme ça, je comprends que... Les hommes sont condamnés pour des causes où ils ne comprennent rien parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et nous sommes là pour les aider et nous faisons ce que nous pourrons faire. Vous avez tenté les négociations, parce que maintenant vous avez un avocat qui est là. Et toute négociation, c'est mieux que vous le fassiez avec votre avocat. S'il y a un contact avec, ne vous en faites pas. On appelle l'avocat.
Pas 10 000. Jamais, jamais. Vous êtes un homme très solide de supporter tout ça, parce que je connais beaucoup d'hommes qu'on a supportés, mais qui sont arrivés à la violence. Mais vous, félicitations, vous avez eu la maîtrise. Quand on va revenir dans 2 semaines, ça sera une affaire close. Oui, on espère vraiment. Vraiment, j'ignorais que je ne devais pas communiquer avec elle. J'ignorais complètement que je ne devais pas lui écrire quoi que ce soit. Qu'elle aussi ne devrait pas m'écrire. Moi, sincèrement, je n'ai pas pensé. Je ne savais pas. C'est... Pour Aslan Bitucci, le défi consiste à faire face aux nouvelles réalités conjugales et familiales et bien sûr légales. After get out jail, they say to me, you doesn't come to talk with your wife and with your daughter. I see my wife with my daughter. My wife is first, another guy. Me, I look at my wife, I look at my daughter, doesn't get to talk because why? Me to follow rule and to follow respect. See, my heart inside is look to go to mom, and my heart inside to go mom. There are some families in our community who are struggling, especially struggling with their teenager daughters. And this conflict sometimes would lead to violence. And this violence could be maybe interpreted by some fathers and mothers, could be interpreted or justified by protecting the family honor. And this is something that is existing in our community, like many other communities. And we wanted to address this issue publicly within the Muslim community, so then we want the community to come forward and say, look, there is no connection between honor and violence. Violence is not an honorable thing to do. Elle m'envoie un message à demain 10h. Guy Bernard doit déménager vers quelque chose de plus abordable. Tout était planifié, mais ce matin, sa femme a changé d'avis. Elle veut qu'il garde les enfants comme d'habitude. Elle crée des situations floues. Pourquoi annuler la veille quand elle sait que je suis dans mon processus de déménagement? Je ne suis même pas encore installé dans ma nouvelle chambre. Je n'ai pas encore préparé le repas. Je n'ai rien fait. Et c'est un enfant de 10 mois. Je ne peux pas les prendre. Dans ces conditions, je ne peux pas les prendre. Malheureusement, je ne peux pas. Elle agit de mauvaise foi. Oui, bonjour Jean-Pierre. On vide l'appartement là maintenant. On vide tous les trucs qu'il y a là, on met dehors quoi. On enlève vraiment tout, on libère l'appartement tout aujourd'hui. Comme ça, je rentre directement à la maison là pour me préparer, pour accueillir ces enfants là quoi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'adapter à la situation présente. C'est qu'on va tout vider maintenant, remettre les clés au propriétaire et voir dans quelle mesure je vais aller chercher ces enfants-là, malgré tout. Parce que ce serait difficile si elle arrive à la police et que je ne suis pas là. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réclamer aux policiers un papier que je ne suis pas venu chercher les enfants et elle va amener devant la cour. On va essayer de tout faire pour être présent demain. Je suis très soulagé de cette aide que j'ai reçue. Je n'avais pas les moyens pour partir et je n'avais pas les moyens pour payer et rester. Je vais dans une maison d'accueil de l'auberge francophone de Toronto. Je ne vais pas me retrouver dans la rue, donc c'est très positif.
Moi, je suis arrivé au Canada, j'ai fait tous les efforts que je pouvais pour financer le processus d'immigration de ma conjointe. Elle est arrivée au Canada et dès son arrivée, elle me demandait de lui acheter des voitures, de lui acheter des choses que je ne pouvais pas. Papa! Oui. Elle n'a pas compris que financièrement, je n'avais pas les moyens de faire face à tous ses désirs. Et elle est allée avec une autre personne qui avait déjà des moyens plus que moi. Bien, tu arrêtes bien. C'est difficile pour des enfants de se retrouver entre deux maisons. J'ai même rencontré la maîtresse de mon fils pour lui dire que fais attention parce que voilà la situation qu'il est en train de traverser. J'ai l'impression qu'il s'en veut. C'est pour ça que je lui dis de se calmer. Il n'est responsable de rien dans tout ce qui arrive. Dans la communauté somalienne de Toronto, comme dans d'autres communautés, trop souvent, les pères sont absents pour leurs enfants. Bouleversés par la nouvelle réalité canadienne, ils cherchent leurs repères et regardent l'intégration avec méfiance. Vous êtes où? Fatouma Ahmed organise une journée de foot pour les familles somaliennes. Elle veut que les garçons, comme les filles de sa communauté, aient un avenir au Canada. Et pour cela, il faut que les familles tout entières se mobilisent et acceptent le changement. There's a lack of fathers in our community, and it's not always their fault. I mean, they're really struggling to adjust in this society, and exactly, and work crazy hours, and they don't get the respect and that they need in their households or from the community. And I mean, it's something that they're struggling with. It's an internal struggle, I would say. But I think fathers should step up to the plate and do more for the community. I mean, they're the pillar of this community, and without them, we can't function as a family or as a community. Ma mère voulait que je me comporte en tant qu'une jeune musulmane. Elle voulait que je me comporte en tant qu'une somalienne. Je peux m'adapter et intégrer dans la société canadienne autant que je ne perds pas mes valeurs et ma culture et ma religion. My message to you is this. You know, we are Somali Canadian. So we carry two big names. We carry Somali name and Canadian name. That means, you know, we have to be the best Somali possible and the best Canadian possible. Fatouma Ahmed a trouvé l'équilibre entre sa culture d'origine et la culture canadienne. Mais son parcours n'a pas été facile. À 18 ans, Fatou s'est mariée avec un Somalien. Ça n'a pas duré. Il y avait vraiment un conflit parce que dans un sens, je pense que je suis un peu féministe et il y a certaines choses que je suis complètement en désaccord. À chaque jour, il y avait la friction, il y avait toujours un problème, quelque chose à se disputer. J'avais peur que ces problèmes se changent à autre chose plus tard. Ma religion, avant tout, mais aussi la culture canadienne m'a sauvée de ce mariage. J'étais déterminée, je pense, à ce point de montrer à tous les autres gens de ma communauté que j'ai pris une bonne décision, que j'allais devenir quelque chose après ce mariage, que ma vie a juste commencé maintenant. Et j'ai vraiment mis toute mon confiance en Dieu, d'élever ma petite fille en tant qu'une jeune musulmane, mais une jeune fille qui est forte, qui ne laisse pas les hommes la traiter d'une mauvaise manière, parce qu'elle est une femme, elle est inférieure. Fatou a décidé de retourner à Djibouti, son pays d'origine, pour essayer de trouver les causes de la violence masculine qui sévit dans sa communauté à Toronto. Est-ce un trait de sa culture ou un produit canadien? Est-ce que tu restes plutôt en ville? Oui, je serai en ville, avec ma famille et tout. Ouais. Mais je pense que pour Djibouti, ils sont un peu plus libéraux que la Somalie, disons, tu vois? Bonne chance. Oui, bonne chance. Bon courage. J'avais quitté l'Afrique, j'avais 7 ans. J'ai quitté une Africaine.
Je retourne comme une Canadienne avec une éducation complètement différente, une culture complètement différente. Alors pour moi, c'est la chose qui m'inquiète beaucoup. Ce serait un choc pour moi. De voir la vie de Djibouti pour la première fois, après 20 ans d'absence, ça m'a vraiment touchée. D'un côté, il y avait la pauvreté, mais il y avait la culture, il y avait les gens. Les gens me connaissaient. Ils se souvenaient de moi lorsque j'étais jeune. Alors, de la première heure, je me sentis comme j'avais la famille ici. J'ai vraiment essayé de ne pas faire une comparaison entre le Canada et Djibouti parce que je pense que ce sont deux mondes complètement différents. C'est un système patriarcal ici à Djibouti. L'homme est le chef de la famille et la femme joue un rôle secondaire. Fatouma Ahmed voulait mieux comprendre les enjeux entre les hommes et les femmes. Mais à Djibouti, on n'en parle pas ouvertement. Quand il s'agit de la vie conjugale, la vie privée, ce n'est pas une question de timidité, c'est un tabou. Nous sommes dans un pays musulman, donc qui sous-entend que la femme doit toujours être derrière l'homme, comme on dit. Cela ne veut pas dire de l'esclavagisme. Cela veut dire que la femme doit respecter l'homme. Et l'homme doit donner un respect aussi réciproque, égal, et qui est à la hauteur du respect que la femme offre à l'homme. La femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est juste que la femme doit être après l'homme. J'aimerais donner à ma famille, à ma femme ainsi qu'à mes enfants, une vie très agréable. J'aimerais surtout leur donner la chance de choisir leur vie et soutenir leurs idées dans la réalisation de leurs choix. À Djibouti, comme ailleurs, une vie heureuse de couple exige une certaine stabilité financière, surtout quand il y a écart entre les classes sociales. Vous savez, à Djibouti, il y a deux différents modes de vie. Les personnes qui ont un boulot formidable, qui ont une très belle maison, qui ont une très belle voiture. Et après, il y a le niveau 2, qui sont les gens découragés, les gens qui n'arrivent pas à s'insérer professionnellement, les gens qui n'arrivent pas à trouver du travail. À Djibouti, la majorité des personnes sont dans la classe 2. Je viens de passer à la classe 2 personnellement et j'espère sortir de cette classe 2 le plus rapidement possible. Il y a la culture somalienne ou djiboutienne qui vient de génération en génération, mais il y a aussi l'autre côté. La femme doit être en dehors de la maison, la femme doit travailler. Certains hommes, c'est pas tous les hommes, ont de la difficulté à accepter ce changement. Avec la perte des emplois qui se passe ici à Djibouti, lorsque l'homme perd son travail, alors il n'a rien. Son seul rôle comme homme a été arraché. Je pense qu'il ne comprend pas quel rôle qu'il doit jouer dans la famille. Cengiz, he had come in about 3 p.m. to go for coffee. Unfortunately, I had to work on desk until 5, so I said to him, come back and see me, and we'll go for coffee. And he seemed like he had a cough and a fever. A bottle of cough syrup in one hand, a bottle of water in another. I said, you just can't chug the cough syrup. You just don't do it that way. And I actually touched his arm and touched his head and felt like he was burning up. He came back for coffee at 5 p.m. and we went for coffee. 5 minutes or 10 minutes after I left him, my girlfriend called and said that the police were looking for Cengiz on suspicion of murder. And I said, oh my goodness, I just seen him for coffee, and we sat for about 40 minutes. I just left him.
Within an hour of that phone call, my girlfriend called me back and said, oh my goodness, the police have just arrested him in the library in this area on suspicion of murder, and you have to call the police right away. Genghis Sisiko, le jour en question, a surveillé la maison où habitait Murvette. Il croyait qu'il la trouverait seule. Genghis s'est présenté sur les lieux. Il était déguisé en ouvrier de la construction. Il sonne à la porte. Sa nièce Roumessa, âgée de 13 ans, lui ouvre. Il demande qui d'autre est là. Elle dit seulement ma tante Murvette. Il l'a bousculée, il l'a poussée à l'intérieur. Il l'a fait reculer jusqu'à travers 2 pièces de la maison. Et à cet endroit-là, il l'a poignardée. Alarmé par les cris et les bruits qui ont lieu à l'étage, Murvette se précipite de l'escalier du sous-sol vers l'endroit où se trouve Roumessa. Dès que Genghis la voit, il abandonne Roumessa. Il se dirige vers Murvette. Roumessa sort par la porte de côté et court, ou plutôt se traîne dans la neige pieds nus, jusqu'à la maison d'un voisin. Genghis poignarde Murvette à de multiples reprises. On a parlé de 17 ou 18 coups de couteau. Et lui tranche la gorge de gauche à droite. Pourquoi Genghis Sisiko a tué Murvette Tuncer? Parce que fondamentalement, c'est un homme violent. Moi, c'est ce que je crois. Cengiz Isiko a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de Muruvvet Tuncer. Moi, je me dis, si jamais on avait pu, à l'époque, prendre Cengiz et lui donner un endroit où il puisse exprimer son désespoir. Je suis en colère, je perds ma femme, je perds mon fils. Pourquoi? On n'offre jamais ça aux hommes. Ils n'ont rien, accès à rien. What happened when we fail as a system in the cases like Muruvvet is we all have a piece of the puzzle. We fail to put it together, see the big picture. And I think the coordinated case management, the kind of the working together is one of the ways of the handling that better. À London, en Ontario, ils s'organisent pour être mieux préparés à agir en cas d'urgence. Les agences qui offrent des services aux familles immigrantes font partie de CORT, le Coordinated Organization Response Team. Voici une étude de cas. We're trying to put together a picture of the situation, and usually what we do within the court process, we look across generations too, so we meet with the family, we really try to get an idea of their journey. As you can see, I have constructed a genogram about the family, and the father is 45 years old. Je ne sais pas si les gens qui sont chargés de l'aider connaissent vraiment ce que c'est que monsieur a besoin. On va se rencontrer tous ensemble pour essayer d'avoir une vision commune. Que c'est qu'on va faire avec lui, puis comment est-ce qu'on va l'appuyer. Puis on veut s'assurer qu'on fait un travail qui est coordonné. Did he abuse the children already? Father was arrested and restrained from any direct or indirect contact. But he will not be restrained from his children just for threatening to beat. But if it's disclosed to the police, then it's mandatory charging. So, for example, if a woman En 2005, il y avait 26 enfants musulmans en placement. Après une période de 3 ans, en travaillant avec la Société d'aide à l'enfance, on était capable de réduire les placements de 73 %.
de 26 à 700 enfants en placement musulman. Pendant les 3 dernières années, il n'y a pas eu un enfant musulman emmené en placement. He told me, I feel right now this is a punishment from God. So I think from the spiritual point of view, holistic approach that we are talking about, I think it's going to be beneficial if we connect him with the Imam of London Muslim Mosque, so to give him the opportunity to talk and address this issue. So what do you think about this? What we want to try to do is anticipate and avoid crises. We know that, you know, with his level of trauma, that he could become quite desperate. And I think any one of us, if we had children and all of a sudden we have nothing and we're in a strange country and we don't understand the rules, that creates a loss of reality for us. Whether they are fathers, mothers, brothers. So we want to engage with them so then we can intervene in a way that keep the woman safe, but also support or help the men and provide them with honorable alternatives so that you can always maintain the family honor by not using violence. À Djibouti, le khat, qu'on appelle aussi la salade, est une drogue légale. On estime que 80% de la population du pays consomme du khat. Cette femme veut prendre la parole, malgré le danger auquel elle s'expose. Derrière son histoire de khat, sa situation désespérée révèle aussi le côté ténébreux de la culture patriarcale. Tout ça a changé, tout ça a changé. Il a perdu son emploi et les soirs, quand il vient avec l'effet du khat qu'il avait mangé, chaque fois il nous frappait. Il frappe les enfants pour rien. Quand le mari rentre dans la maison, il te donne un coup de pied. Et toi, lève-toi, j'ai envie de manger, le dîner. Pourquoi je vais me marier de toi? Tu me prépares tout ce que je désire. Il est 1 heure du soir. Je vais me faire laver le visage et tout ça, je vais rentrer dans la cuisine, je vais lui préparer tout. Après, il me dit aussi, allez, tu viens. Il reste toi. Mais qu'est-ce que tu vas te sentir, à ton avis? Que tu es une esclave ou pas? Répondez-moi. C'est ça ce que je me sens, moi, une esclave. Chaque soir, papa, s'il te plaît, laisse maman. Rentrez dans votre chambre, les imbéciles, vous là. Je vous déteste. Vous n'êtes pas mes filles, vous n'êtes pas mes garçons. Je ne sais pas d'où elle vous a amené, votre mère. Est-ce que vous êtes allé pour chercher de l'aide? Bien sûr, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit même à ma sœur, tu prends 2 enfants, tu me les gardes chez toi. Elle m'a dit, moi, je peux pas. En tout cas, si toi, tu es comme ça, toutes les Djiboutiennes sont comme ça. Tu n'es pas la seule. Ta mère, elle était comme ça. Ta grand-mère était comme ça. Tous on a grandi comme ça. Tu n'as qu'à supporter. Est-ce que vous avez jamais pensé de juste prendre vos enfants et de quitter? Oui. Si je pars et je le quitte, je vais aller où? J'ai pas un endroit pour aller. Il n'y a personne qui m'a financé. J'aimerais travailler. J'aimerais être libre, 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 moi et mes enfants. Dormir libre, se réveiller libre, sortir libre, sans avoir peur. Est-ce que tu prends un risque de nous parler aujourd'hui? Il va me tuer s'il entend que je suis partie pour une interview. C'est pour cela même que j'ai caché mon visage. Je ne veux pas qu'il sache. S'il sache, il va me tuer. Tuer. Vous savez ce que ça veut dire, me tuer? Et pourquoi est-ce que vous faites cette entrevue aujourd'hui? Pour que tous les gens m'entendent. Pour que tous les gens sachent. Chaque fois quand je prie, je demande à Dieu. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. J'ai pas envie de mourir dans cette situation. Être le chef de la famille, c'est pas d'être un dictateur, c'est pas de frapper sa femme.
Alors je pense qu'ils ont mal compris le message de la religion. Lorsqu'il y a une injustice ou il arrive quelque chose dans la maison, la plupart des femmes croient que d'être une bonne femme ou d'être un bon citoyen, c'est de ne rien dire. C'est la responsabilité de ces gens qui sont mis en place pour aider de sortir et de trouver un moyen de se connecter avec ces gens. Que ça soit normal de dire que je souffre, que je suis dans une violence conjugale. Aujourd'hui, Guy Bernard est moniteur de langue française dans 2 écoles à Calgary. Dieu merci, la Beta m'a offert cette opportunité d'avoir ma première expérience réelle de travail au Canada, que le juge a modifié les droits de visite que j'avais avec mes enfants. Dans l'ordonnance du juge, il y a le jour, le numéro de téléphone et l'heure. Donc à cette heure-là, j'appelle. Elle doit décrocher le téléphone et remettre à mon fils. Et c'est mon fils qui parle. Allô? C'est papa qui appelle. Comment s'est passée la journée à l'école? Bien? Tu vas dans quelle école encore? Ah oui, tu n'as pas oublié. Toutes ces étapes que j'ai dû traverser ne me découragent vraiment pas. Je pense que ça m'a plutôt renforcé. Mes rêves sont devenus de plus en plus des projets. Donc, c'est des choses concrètes que je sais exactement comment faire pour y parvenir. Pour mes enfants, à un moment donné, quand j'aurai besoin d'eux à côté de moi ou bien quand je souhaiterais qu'ils soient avec moi, j'irai au tribunal. Je vais leur dire, OK, moi aujourd'hui je travaille, j'ai ma maison, je veux mes enfants. À eux de me donner les arguments pour lesquels je ne peux pas avoir mes enfants. Donc, moi je sais que ce sont mes enfants, je ne les abandonnerai jamais. Jamais. C'est ça. Remember the first time when you came and you hadn't seen them in so long in that first visit? 1 year, after 1 year. Yeah, after 1 year. After 1 year. Yeah, there he looks like a real baby. Yeah. He looks really small. They eating pizza here. My kids is happy to see me, to visit me. I am happy to see my kids. Your boys are really big, eh? Yeah, it's bigger. They're tall. Yeah. Je ne suis pas contre la loi canadienne entre l'égalité de sexe, mais cependant, les femmes, là, ils trouvent que les hommes sont des monstres. Si on arrive à écouter l'homme, au lieu de le diaboliser, comprendre ce qu'il endure, voir la cause qui fait que les femmes sont violentées. Il faut voir aussi qu'on peut travailler ensemble. La violence de la femme n'est pas se résoudre seulement avec les femmes. Alors, nous devons chercher à soigner la communication au niveau de la famille. Dessine-moi ton animal préféré, ta petite sœur préférée. Cengiz, au lieu de passer dans sa tête, de prendre un couteau, s'il avait pu sonner à la porte, s'asseoir quelque part et dire, tu sais quoi, je suis à la fin là. Et avoir trouvé quelqu'un qui s'assoit avec lui et qui lui dise, tu sais quoi, oui, ta situation est terrible, mais voilà, tu as un fils, est-ce que tu veux élever ton fils? Lui donner notre perspective. Et je pense que c'est ça qui a manqué. Non seulement aider les femmes avec un abri, avec des travailleuses sociales, avec des psychologues, mais qu'on puisse aussi dire, OK, la deuxième partie de l'équation dans cette histoire, c'est l'homme.